Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, épisode un petit peu spécial. On est en plein été, avant d'aborder le début de la saison et les previews. Je vous propose que l'on parle un petit peu sur du graphisme, du logo, de l'identité visuelle. Et pour ce faire, je suis accompagné de Jean-Christophe, qui est le fondateur du studio 487. Comment tu vas, Jean-Christophe? Eh bien, je vais très bien, je te remercie beaucoup. Très bien. Alors, avant de nous plonger un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque l'actualité en plus a été très riche en termes de rebranding et de logo, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu en es venu à à exercer le métier que tu fais? Alors, donc, je m'appelle Jean-Christophe Moal, fondateur en auto-entrepreneur, donc c'est une micro-entreprise de Studio 487, donc on va dire pour un petit peu faire un tout petit topo de ce que ça pourrait éventuellement dire. Alors, studio, je suis tout seul, mais comme je fais beaucoup de choses, c'est quand même un peu plus, et puis c'est un peu plus sympa. Et puis ça, en même temps, ça peut définir, on va dire, juste le lieu dans lequel je travaille, même si c'est plus un bureau qu'un studio, mais on se comprend. Et puis 487, voilà, je suis né en avril 1987, donc c'est tout simple. Je suis venu dans le graphisme design de manière officielle, j'ai envie de dire au début des années 2000. Studio 487, j'ai fondé en 2017, donc c'est assez récent. Parce qu'avant, en fait, j'ai pas une formation de designer de base. J'ai fait de l'art plastique, j'ai toujours été on va dire, amateur de dessin. Je faisais déjà des affiches, des jaquettes de DVD, etc. quand j'étais petit, parce que je suis, on va dire, de base assez attiré par tout ce qui est cinéma, musique. Donc, c'est des choses qui me, ouais, qui me motive, on va dire, pour parler plus globalement dans ce métier de designer. Et j'ai toujours eu cette partie-là dans la case passion et pas forcément passion métier. J'ai toujours eu peur de me dire, bon, si je bifurque à 100% dans la case passion et que je la mets dans la case métier, j'ai toujours eu peur de me déconnecter d'une sorte d'imagination, d'inspiration, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours fait un métier un peu plus alimentaire, mais c'est plus qu'alimentaire, hein, c'est pas non plus des métiers, je ne travaillais pas je sais pas, un McDonald's ou autre pour juste avoir de quoi vivre et puis faire ma passion à côté. Donc, j'ai plus une formation on va dire, dans le marketing, dans le commerce, dans la communication, donc assez global, fac de lettres. Donc, j'ai un BTS en management des unités commerciales. Je ne sais pas si ça existe encore, je pense quand même que ça existe encore. Donc, c'est pour gérer son magasin, sa boutique, etc. Donc, ça sert pour quand tu es auto-entrepreneur. Donc, j'ai bossé dans le commerce, dans la grande distribution, dans l'alimentaire. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, mais toujours axé dans le marketing et dans la vente et dans le commerce de manière générale. Et donc, j'ai fait une fac de lettres, donc j'ai une licence en culture et communication. Et donc là, ça a été c'est un espèce de pot pourri, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, où là, j'ai étudié donc l'audiovisuel, la littérature, la sociologie, les langues, la musique, le cinéma, etc. Donc j'étais en plein dans mon domaine, mais dans mon esprit, ça a toujours été quelque chose on va dire, de passionnel. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses liées au graphisme à côté de mes boulots, on va dire, commerciaux, marketing, etc. Et je n'ai sauté le pas qu'en 2017. Donc, et depuis peut-être, parce que je viens de Nancy de base, j'ai migré en région parisienne depuis 3 ans, peut-être un peu plus. Et donc, j'ai repris cette configuration de mettre on va dire, mon activité de designer, on va dire, en second plan. J'ai articulé mes journées différemment. C'est-à-dire que j'ai repris un métier, on va dire, de base,
Ouais. sur mes matinées jusqu'à, je sais pas, début d'après-midi. Puis après, ça me permet de faire ce que je veux après derrière, de moduler mon emploi du temps comme je veux, de faire aussi ce que je veux et d'être plus euh, méticuleux au niveau des choix que je peux faire par rapport à mon activité de design. Donc voilà, je suis sûr, parce qu'on parlait un petit peu en off très brièvement de ton historique et que tu as une formation de designer. Alors, je ne sais pas laquelle exactement, mais je pense que tu as t'as peut-être plus d'expérience, on va dire, scolaire ou éducationnelle en design que moi. Donc, c'est bien possible. Ok. Bah, très intéressant. Du coup, c'est-à-dire que tu as un panel de compétences du coup, qui va quand même au-delà du graphisme avec de l'audiovisuel, de la communication, ce qui doit t'aider du coup aussi aujourd'hui dans tes missions autour du design et ce qui rejoint aussi parfois les avis et les points de vue que tu peux partager sur ton compte X qui va bien, enfin, qui va au-delà en fait de juste t'exprimer sur un logo ou une identité visuelle des clubs, mais parfois qui va même jusqu'à la manière dont les clubs en fait vont communiquer. Donc c'est intéressant et on y reviendra. Est-ce que tu peux juste du coup expliquer brièvement ce qui t'a motivé en fait à passer le cap en 2017 pour fonder ton studio? Est-ce que c'est par opportunisme ou alors vraiment c'est toi qui t'es dit c'est le bon moment? Alors, je me suis dit que c'est le bon moment. C'est pas tellement pour opportunisme. Moi, oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu une première expérience au SLUC Nancy Basket en tant que bénévole. Ça rentrait dans on va dire, dans ce que je faisais à côté d'autres boulots. Là, en l'occurrence, c'était quand j'étais à la fac à l'époque. Donc, je commençais déjà à faire des choses pour le club. C'était avant l'ère digitale, etc. Donc, c'était plutôt sur du print. C'était le début quand même des sites internet, mais on était vraiment au tout début. Et non, donc c'est un peu une opportunité parce que j'ai commencé à retravailler, à redonner un coup de main au club entre 2019 et 2021. Et puis, donc voilà, c'était l'opportunité de me dire, j'essaye de me professionnaliser davantage, mais surtout, à l'époque, j'étais ni fiancé ni marié, j'avais pas d'enfant, enfin, j'avais pas d'accroche particulière. Enfin, pour moi, c'était le moment ou jamais. S'il fallait que je me Ok. lance un jour à 100% dans cette activité-là, il fallait que je le fasse maintenant, plutôt que d'avoir des regrets. Donc, et je suis pas du tout. Alors, ça peut être compliqué. C'est pas toujours des choses très, très simples à gérer. On n'a pas des clients tout le temps non plus. Voilà, on n'est pas, je ne veux pas faire une caricature de ce qu'on peut voir des fois sur certains réseaux sociaux, à dire que c'est la belle vie, mais Ouais. c'est une bonne expérience. Et le fait de re-switcher sur une autre configuration, voilà, faut pas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire ça et puis mais de, de pas compromettre le côté passion et le côté, voilà, c'est quelque chose que j'aime et je veux mettre mon cœur là-dedans. Et j'ai pas envie de compromettre ça. Donc, du coup, ne pas aller jusqu'au bout du truc et de se cramer, quoi. Donc, Ouais. c'était à la fois une opportunité et à la fois c'était une conviction qu'il fallait que je fasse ça à ce moment-là, quoi. Ouais, je comprends totalement. Ça fait donc 8 ans, de 2017 jusqu'à 2025. Tu as parlé du SLUC Nancy avec qui tu as pu travailler. Sur ces 8 années, est-ce qu'il y a d'autres clubs, vu que ce qui nous rapproche, c'est quand même le basket, est-ce qu'il y a d'autres clubs professionnels, LNB ou même National 1, par exemple, avec qui tu as pu collaborer? Alors, c'est plutôt les fédérations, enfin, fédération, non, c'est une ligue, donc, où j'ai un petit peu travaillé, c'est eux qui sont venus vers moi, donc la Ligue régionale de basket. Ils avaient notamment à travers un appel d'offres, ils voulaient refaire donc leur logo, leur identité visuelle, etc. C'est pas allé au bout, mais c'était une bonne expérience. Après, c'est le jeu des appels d'offres. Sinon, après, c'est plus des clubs amateurs. J'ai pas encore eu l'opportunité réellement de bosser avec un autre club que le SLUC Nancy. Ce qui est drôle, c'est que j'ai joué aussi au basket à un bon niveau et j'ai joué avec le SLUC et j'ai joué que pour le SLUC. Donc, je suis resté cohérent là-dessus. Mais voilà, c'est une opportunité. Ça me ferait un grand plaisir parce que voilà, j'ai une appétence pour le basket dans le design parce que je l'ai pratiqué. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On voudrait que, au-delà des histoires de logos, c'est que le basket, notamment le basket français, se vende un peu mieux. Et c'est le cas depuis plusieurs saisons.
Donc voilà, j'ai essayé de lier ces deux passions-là en une. Ok, très bien. Alors, on parlait de logo, de vendre le basket français. J'ai pu voir notamment l'année dernière, je crois que j'ai découvert sur Twitter un compte de Soto, je crois, qui réalise des maillots, qui dessine des maillots pour plusieurs clubs. Je crois qu'il avait fait Cholet notamment, il a dû en faire d'autres aussi en LNB. Je voulais te poser la question du coup pour toi, c'est quoi la mission d'un logo? Si on s'arrête uniquement au logo, en fait, ça doit servir à quoi? Qu'est-ce que ça doit être? Et au contraire, qu'est-ce que ça ne doit pas être un logo? Alors, un logo, alors vraiment stricto, vraiment que le logo. On ne parle pas d'identité visuelle, de tout ce qui peut être raccroché au logo. Un logo, c'est comme un drapeau en fait pour un pays. C'est comme une bannière, c'est juste pour être identifié. Alors, je dis juste, je minimalise pas non plus le rôle du logo, mais le logo, de base, c'est ça en fait. Et on voit un logo, il va pas forcément te communiquer ce que fait l'entité, que ce soit une équipe de basket ou une entreprise lambda, hein, peu importe. C'est les mêmes règles pour tout. Un logo, ça reste un logo. Après, il y a différents types de logos. Mais voilà, un logo, son objectif premier, c'est d'être identifiable. On voit ce logo, on sait de qui on parle, pas forcément de quoi. C'est pas obligé de savoir de quoi, parce qu'après, ça, c'est le travail de l'entité en question, de dire pourquoi on connaît cette entité, ce qu'elle fait, etc. C'est à eux de faire ce job-là. Un logo ne va pas faire le travail d'une entreprise. Mais ouais, le premier objectif d'un logo, c'est vraiment d'être identifiable et de se dire, voilà, là, on a affaire à telle entité. On sait que euh, encore une fois, il y a différents types de logos, hein. Un logo peut être, on peut directement voir via un script de qui il s'agit. Après, ça peut être juste une icône. Donc voilà. Mais à travers, que ce soit l'icône, la typo ou autre, on est censé voir qui c'est. On a un drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, on sait que c'est la France. C'est pas marqué France dessus. Il n'y a pas la tour Eiffel sur le drapeau, mais on sait que c'est la France. Bah, c'est le même principe pour les logos. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'éléments, ni même d'écrire quoi que ce soit, ni même d'être on va dire, on peut mettre très imagé. Il n'y a pas besoin de, voilà, c'est pas comme comment dire, je sais plus quel fromage, on parle du fromage où c'est marqué dessus, hein. Donc voilà, c'est le but premier du logo, c'est ça, c'est d'être Ok. identifiable. C'est intéressant parce que du coup, en t'écoutant, on aurait l'impression, après, on est sur du graphisme, donc j'imagine qu'il y a pas toujours, on va dire, des règles très définies, mais qu'on pourrait se passer pour un club de basket, en tout cas, d'avoir un ballon de basket du coup dans son logo, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a la majorité des clubs qui ont un ballon de basket dans leur logo. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais logo? Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais logo, parce que encore une fois, hein, il y a une entreprise, je sais pas, je vais prendre deux exemples différents, encore une fois, hors basket. Apple, qui est littéral entre le nom de Oui. l'entreprise et la pomme qui est représentée dans le logo, ça ne nous dit pas que ça, ils construisent des téléphones, des ordinateurs ou autres. Euh, Ça, c'est encore une fois, c'est l'entreprise qui transmet ce message-là. C'est-à-dire que c'est à eux de faire le job. Le logo, lui, on l'a tout de suite identifié, on sait que c'est Apple. Là, pour le basket, c'est pareil. On n'est pas obligé d'avoir un ballon de basket, mais en avoir un. Encore une fois, c'est pas une règle absolue, hein, c'est même pas une règle du tout, hein, mais je veux dire par là, encore une fois, si quelqu'un voulait me faire une commande, me met un cahier des charges, il me dit il faut obligatoirement qu'il y ait un ballon de basket, sinon on se perd. Je dis, bah, si, si vous pensez comme ça, il n'y a pas de souci, on va faire une version avec un ballon de basket. Mais on peut avoir une version sans et on peut tout à fait identifier le club et comme un club de basket. C'est peut-être pas forcément le cas dans une entité type fédération ou ligue ou là où peut-être être plus littéral, encore Ok. que en général c'est souvent écrit, donc il n'y a pas besoin de à la fois écrire et de mettre ça, on va dire, sous forme de picto. Mais non, c'est pas une règle en soi et adopter un ballon de basket sur son logo pour montrer qu'on a un club de basket, il n'y a pas de problème. Il y a d'ailleurs des clubs qui ont deux ballons de basket sur leur logo.
là, c'est problématique. Ce sera encore autre chose. Mais De mémoire, là, je vois pas quel club. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de club LNB qui a deux logos sur son logo, mais, mais pourquoi pas? je te confirme. Ok. Bah, en t'écoutant, du coup, tu as abordé le sujet de l'entreprise. Un club, c'est une entreprise qui partage des choses. Ce qui me faisait penser, du coup, au club de ma ville, vu que j'habite à La Rochelle. Il y a eu un regroupement qui a été fait entre donc le Stade Rochelais rugby et basket. Et aujourd'hui, le logo est le même. Alors que c'est vrai qu'on aurait pu se dire que ben, le club de basket aurait pu rajouter un ballon de basket, du coup, sur le logo. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que le nom Stade Rochelais rayonne beaucoup sur le rugby et pas forcément sur le basket. Je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est une réflexion intéressante sur les Ouais, clubs omnisports qui peuvent parfois partager des identités, peut-être même des logos. exactement. Bah, on a le cas, bon, les cas les plus connus, hein, je pense, hein, le Real Madrid et le FC Barcelone. Au foot, au basket, ils ont même les équipes de handball, si je ne me trompe pas. Donc eux, c'est des entités, bon, ils sont portés par le football, ça c'est sûr. Donc on voit Real Madrid, FC Barcelone, hein, on sait que c'est le football, mais on sait qu'ils ont aussi deux gros clubs de basket qui sont toujours très performants. Je crois qu'ils se partagent à chaque fois, quasi tous les ans, le palmarès local. Et puis après en Euroleague, c'est les têtes d'affiche de la Liga Endesa. Mais après, je pense que les gens arrivent quand même à s'y retrouver. Parce que le but, c'est même si on est porté par un autre sport, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas de se dire, oui, il faut que le basket surpasse le foot. De toute façon, je pense que c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais. C'est comme dire, en Europe, oui, il faut absolument qu'en Europe, on soit l'égal, voire supérieur, mais ne serait-ce que l'égal de la NBA. Il faut arrêter de, de dépenser son énergie sur ce genre de projet parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, non, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Toulouse qui avait tenté de faire Oui. ça. Je pense ils vont refaire autre chose, mais peut-être d'autres raisons. Après, il se peut que voilà, on n'a peut-être pas la même culture du club omnisport. C'est des choses, il y a plus de choses hors sportif à régler, donc c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et puis comme en France, on aime bien aussi beaucoup la paperasse, etc. Ça va être compliqué. Donc, mais l'idéal, c'est vrai qu'avoir un club omnisport, c'est le top, parce que pour peu qu'il y ait une super identité visuelle, et La Rochelle, je trouve qu'ils ont un super logo. Il n'y a pas de ballon de basket en plus. Non. Voilà, on voit le logo, on se dirait même, enfin, on est plutôt sur le côté maritime de la chose. Donc voilà. Mais on sait que c'est un club de rugby, on sait qu'il y a un club de basket. Après, c'est aux clubs respectifs de faire leur marketing et leur pub, leur communication pour faire parler d'eux. Et puis après, il y a les résultats, etc. Mais le logo, après, lui, il fait son job. Ouais. Ok. Et alors là, on est sur le domaine du sport. Globalement, j'imagine que la construction et la définition que tu as donnée d'un logo, ça s'applique aussi à un logo qui concernerait une entreprise hors domaine sportif, du luxe, de la distribution, de l'alimentaire aussi. Pour toi, c'est Ouais. exactement la même chose? C'est exactement la même chose. Alors après, on va dire que chaque domaine va avoir une particularité qui fait que bon bah on va dans le luxe. Il y avait beaucoup de pictos. Ils ont beaucoup décliné après avec des logotypes. Donc c'est un logo avec une police d'écriture et un travail typographique, donc un peu plus ou moins stylisé pour être reconnaissable en plus du picto. Mais peu importe le domaine, hein, les règles sont les mêmes, il n'y a pas de. Mais chaque domaine va avoir sa petite particularité, que ce soit dans des règles plus ou moins, on va dire, écrites, ou alors c'est juste euh, comment dire, par culture. C'est-à-dire que dans le football, par exemple, il y a beaucoup de logos blasons qui ressemblent à tout ce qui était armoirie, donc on va dire les bannières entre guillemets des villes. Voilà, vous allez sur Wikipédia, vous tapez n'importe quelle ville dans le monde, chaque ville va avoir son petit blason. Les clubs de foot ont repris cette chose-là, et donc leur logo s'apparente plus à des blasons qu'un un logo en soi. Ça reste un logo, ça dépend comment c'est articulé, mais je pense que c'est plus culturel. Après, derrière, c'est pas parce que je sais pas, un club de foot vient me voir pour aller faire un logo que je vais forcément faire un blason.
Oui. Et je ne vais pas forcément faire autre chose qu'un blason pour dire, bah tiens, on va faire autre chose pour être original et se démarquer. Ça dépend de la culture aussi de l'entreprise, du club. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Parce qu'encore une fois, le- la conception de logo, ça reste assez particulier dans le design. C'est-à-dire que enfin, je considère que le design de manière globale, et plus particulièrement le logo, ça reste de la stratégie, c'est pas de l'art. Donc après, on n'est pas en train de faire une peinture. Faut qu'il y ait un minimum de stratégie et de sens derrière. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et c'est une discussion, il y a un cahier des charges, certes, mais il faut faire un travail de recherche, etc. Peut-être qu'on va revenir là-dessus plus tard, mais c'est le but dans le design d'une identité visuelle, d'un logo. C'est plus stratégique qu'artistique, on va dire. On peut trouver un logo beau ou moche, mais c'est pas la. On veut toujours faire quelque chose de beau, hein, mais c'est pas la question quand on fait un logo de se Oui. dire bon bah les gens l'aiment bien parce qu'il est beau, etc. Donc on a réussi notre mission. C'est pas l'objectif premier en fait. Ouais. Bah justement, venons-en sur cette stratégie et sur travailler un logo. On voit de plus en plus que les entreprises, les clubs, alors on le voit au travers des réseaux sociaux, mais ils essayent aussi d'innover, de parfois faire des partenariats avec des artistes qui vont, ouais, des gens locaux aussi, et plus forcément s'appuyer uniquement sur des agences de com. Est-ce que tu peux raconter un petit peu en quoi ça consiste, travailler sur un logo, combien de temps ça prend, comment c'est de pouvoir échanger avec des clubs ou des fédérations. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de tout ça? Alors, je pense pas qu'il y ait une règle vraiment, en tout cas pour le basket de manière globale. Je pense que la LNB, donc la Ligue nationale de basket, travaille de plus en plus avec des agences et ils n'ont pas forcément, ils ont pas forcément un contrat d'exclusivité avec une agence en particulier, pardon. C'est-à-dire ils ont refait faire, ils ont fait la refonte de leur logo de ligue dernièrement. Ils ont fait appel à une autre agence, je crois, pour faire les logos des Mhm. divisions, c'est-à-dire que la Betclic Elite, l'Elite 2, c'est deux agences différentes. Pourtant, il y a une cohérence entre les deux logos ou les trois logos, ce qui montre qu'il y a quand même un bon travail de fond derrière et que les cahiers des charges sont bien gérés. Après, encore une fois, il n'y a pas de règle, mais un logo, je vais dire n'importe quoi, mais un logo qui est sorti là au mois juillet-août, dans l'idéal, faudrait que le travail commence un an avant, peut-être. Peut-être pas plus non plus, parce qu'après, ça devient, on est un peu dans un cercle vicieux de vouloir trop travailler sur quelque chose, après on s'en sort plus, ça devient une usine à gaz, donc c'est pas la peine. Mais je pense que 9 12 mois, c'est l'idéal pour faire un logo, parce que de toute façon, dans l'équation, il n'y aura pas qu'un logo. Déjà, il y a tout le travail et qui demande du temps une fois que c'est terminé. Ça ne veut pas dire que le travail va prendre 9 ou 12 mois. Mais comme derrière, il faut refaire tout ce qui est papeterie, la déco dans la salle, dans les bureaux, refaire toute la communication, etc., ça demande un travail supplémentaire qui fait que le logo, il peut être fait je sais pas, en 4 mois, voire moins. Mais derrière, il y a tout un boulot de déclinaison à effectuer. Donc, je pense que l'idéal, on va dire pour parler d'un club de basket, de s'y prendre, aller peut-être un an à l'avance pour déjà discuter, voir ce qu'on veut faire, etc., mettre en place une stratégie. Et puis après, derrière, ça te donne le temps de soit revoir certaines choses, soit de faire des essais, parce que après, c'est pareil, on peut toujours faire des essais et voir comment réagissent certaines personnes, comment ça. On peut laisser reposer le projet et puis revenir dessus. C'est comme si tu revenais avec un œil extérieur et tu vois si t'as pas manqué quelque chose, ou s'il n'y a rien à revoir, donc c'est très bien. Mais ouais, il y a tous les à côté en fait. Il faut refaire le site internet, faut refaire le parquet, il y a plein de choses à faire. Et puis à préparer la saison. Après, derrière, il y a autre chose que le logo. Mais ça peut être le point de départ de ta stratégie marketing, de ta stratégie de communication derrière, des événements que tu veux mettre en place durant la saison. Donc, je pense qu'il faut s'y prendre assez tôt. Techniquement, un logo, tu peux le faire très rapidement, hein.
Ouais. La Ligue régionale Grand Est de basket qui était venue vers moi, euh, c'est pas moi qui ai donné. Je ne suis pas fait coup, je voudrais candidater parce que j'ai vu votre appel d'offres. Hein, je n'avais même pas vu l'appel d'offres, rien. Ils sont venus vers moi, je ne sais pas pour quelle raison, si soit il n'y avait pas assez de monde, soit ce qu'ils avaient vu, ça ne leur plaisait pas, je ne sais pas. Je n'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Donc ils sont venus vers moi, il restait 2 semaines avant la deadline originale qui était inscrite D'accord. pour le cahier des charges. Donc je leur ai dit, écoutez, en soi, il n'y a pas de problème, est-ce que je peux quand même éventuellement avoir une semaine de plus parce que j'avais d'autres choses aussi à faire. Et donc, quand ils sont venus me voir, j'étais pas en train d'attendre désespérément que quelqu'un vienne sonner à la porte. Donc, en 3 semaines, j'ai fait ça, au moins une maquette avec la présentation, etc. Puis ça aurait été, on va dire, un début de travail qui aurait duré peut-être quelques mois supplémentaires derrière si ça avait été, si c'était bon. D'ailleurs, la personne qui a été sélectionnée, ils ont sorti le projet, ils ont dévoilé le logo et l'identité visuelle il y a quelques mois seulement, alors que ça date de novembre ou décembre de l'année dernière. Donc tu vois, il y a quand même un laps de temps où il y a quand même une réflexion, tu ne le sors pas comme ça. Techniquement, tu peux faire ça très rapidement, en 2, 3 semaines, tu peux faire un logo, une identité visuelle, etc. Mais derrière, il y a tellement de réflexion à apporter au projet que, et puis quand tu es tout seul, c'est pas pareil que si tu as une structure où il y a, je sais pas, il y a un intermédiaire, 2 intermédiaires. Après, si c'est vraiment un gros club, c'est une grosse machine, bah là, c'est encore autre chose. Donc, ça dépend. Mais je pense que 9, 12 mois, c'est l'idéal. Comme ça permet de se retourner, ça permet au club derrière de, de gérer sa stratégie tranquillement, quoi. Ok. Tu as parlé de stratégie. Est-ce que tu considères la stratégie comme tout ce travail qui va à côté du logo pour refondre le parquet, toute la papeterie, etc. Ou alors il y a vraiment une stratégie plutôt de réflexion en fait et de symbolique autour du logo? Parce que j'imagine que voilà, les graphistes ou les designers vont venir vers les clients avec plusieurs propositions. Est-ce que la stratégie, du coup, enfin, c'est la symbolique des différentes propositions, ou alors c'est vraiment sur la côté de tout ce que tu as expliqué? Ouais, il y a un peu des deux. Parce que quand je fais un logo, et je pense que ça doit être la majeure partie de- du mode opératoire d'un graphiste spécialisé dans la conception de logo, on réfléchit toujours un peu à 360 degrés. C'est-à-dire que quand tu fais un logo, tu as des contraintes, et ces contraintes-là, encore une fois, peu importe le domaine. Là, on va parler du basket, donc on reste sur le basket. On parlait du parquet, on parlait je sais pas, d'un panneau d'affichage, les écrans, etc. Parce qu'il il y a tout ce qui est, on va dire, print et tout ce qui est digital. C'est deux choses différentes. Un logo, par exemple, il va avoir sa forme, on va dire, classique, on va dire un logo principal. Et tu es obligé d'avoir des déclinaisons, c'est-à-dire que le logo, tu vas pouvoir un petit peu, je ne sais pas comment imaginer la chose. Allez, on va parler un peu de cinéma, Transformers, t'as une voiture qui va pouvoir se décliner en robot. Le robot va pouvoir, je sais pas, il a besoin d'un ustensile en particulier, il va te sortir autre chose de son chapeau magique. Un logo, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas avoir une version principale, une version que tu vas pouvoir mettre sur ta photo de profil sur les réseaux sociaux, qui va prendre un peu moins de place, qui va être beaucoup plus impactante, plus efficace. Premier coup d'œil, tu vas tout de suite encore mieux voir et mieux identifier l'entité. Donc en fait, on réfléchit vraiment à 360 degrés. Il y a le cahier des charges de base. On va discuter de, je sais pas, la ville, la culture du club, l'historique du club, quelle couleur, qu'est-ce qu'on va poser dessus, est-ce qu'on va rester sur un sigle, est-ce qu'on va mettre le nom du club en entier, est-ce qu'on va mettre une date de fondation, etc., etc. Ça, on va dire, une chose un peu classique. Mais en faisant un logo, tu es obligé de penser au fait qu'il va être décliné sur plein de supports différents. Donc, je pense que tu peux pas faire un logo en te disant, je vais juste faire mon dessin, entre guillemets, et après, derrière, pour les déclinaisons, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. En plus, ça, c'est un risque de voir son travail dénaturé. C'est-à-dire que après, une structure professionnelle peut très bien prendre le relais et puis se dire, bon, ben voilà, j'essaye d'éclater le truc et
et de le décliner sous plein de formes différentes. Ce serait quand même dommage. Bon, alors dans ce cas, il faut aller voir une agence directement qui vont faire très très bien le travail. Mais, ouais, moi je suis plutôt dans cette vision-là de faire un travail à 360 degrés. Après, je dis pas que je vais faire du motion design, je vais faire de l'animation du logo, etc. Mon objectif derrière, c'est de faire un travail complet. Je donne une charte graphique, donc ça, c'est un guide d'utilisation du logo et de l'identité visuelle qui va avec. Et après, ça permet au club ou une entité quelconque d'aller voir quelqu'un d'autre pour faire, je sais pas, une affiche, pour faire une peinture, pour faire une fresque, ce qu'ils veulent. Mais ils vont savoir comment utiliser le logo et l'identité visuelle sans en dénaturer le travail qui a été fait, le travail stratégique qui a été fait derrière. Donc, une fois que tu as fait ce travail-là, toi, tu peux ne plus travailler du tout avec le club à l'avenir. Ça ne va pas les empêcher de travailler avec ton logo, qui est leur logo, ton identité visuelle, qui est leur identité visuelle, et de travailler avec un plasticien, de travailler avec un vidéaste, travailler à n'importe quel médium va pouvoir travailler avec ton logo, ton identité visuelle, sans le dénaturer. Il va respecter une ligne directrice et en plus de ça, il va garder, lui, son style. C'est-à-dire que moi, j'ai un style en particulier. Si tu veux me voir pour aller faire un logo de ce style-là, bah, pas de problème. Si tu veux quelque chose d'un autre style que je ne maîtrise pas forcément, bah, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir un marché qui est... ouais, c'est quand même saturé. C'est quand même un marché qui est assez Ouais. saturé. Mais il y a le choix. Donc, voilà. Encore une fois, on le voit avec la LND qui va avoir différentes personnes et ils leur font des choses qui sont très bien parce qu'ils ont déjà fait un travail de base excellent. C'est de mettre une identité visuelle en place avec une charte graphique bien précise. Et après, derrière, bah, ils la déclinent un petit peu comme ils veulent, quoi. Donc, ça, c'est l'idéal, quoi. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur, je parlais de symbolique, et on parlait un petit peu de ce qui pouvait représenter certains secteurs. C'est qu'un logo aussi, il est là pour un certain temps. Ce que je regardais aussi parfois quelques logos avec les annonces des clubs qui montrent un petit peu les logos passés. Donc on observe parfois des tranches de 10-15 ans et au bout de 10-15 ans, les clubs vont changer leur logo. Donc il faut considérer quand on est graphiste ou designer que ben, notre logo, en fait, il va être celui-là pendant cette durée-là. Et aujourd'hui, on est plutôt, en termes de graphisme, j'ai l'impression, dans une tendance où on est plutôt sur du flat, sur du minimalisme. Ce qui est parfois un petit peu reproché, c'est qu'on a l'impression que les logos, ils ont un petit peu moins de personnalité et qu'au final, tous les logos se ressemblent. Pas forcément dans le domaine du basket, mais j'ai quand même l'impression que ces codes-là commencent à toucher un petit peu le basket avec des logos qui sont un petit peu moins, on va dire, originaux, on va dire, et qui sont un petit peu plus minimalistes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette tendance-là? Est-ce que les clubs sportifs ont raison de suivre cette tendance globale? Alors, est-ce que je vais être objectif sur ma réponse? Je ne sais pas, parce que je suis adepte justement du design minimaliste. Mais après, c'est pas minimaliste pour faire minimaliste. Je m'explique. Dans les grands courants de design, on a ce qui est c'était le design un peu style suisse, qui date des années 50. Là, on est en plein dans le design minimaliste, etc. Et ce n'est pas démodé, c'est-à-dire que ça traverse les époques. Dans l'idéal, un logo, il est censé durer le plus longtemps possible. Moi, quand je fais un logo, et j'espère que c'est quand même le cas de tous ceux qui font des logos, encore une fois, c'est pas comme une peinture ou autre. On peut dater un logo, mais l'idéal, c'est de faire un logo qui soit durable. Euh, Prenons l'exemple des Bulls de Chicago en NBA. Eux, ils ont le même logo depuis, je sais pas, 70, enfin, depuis que la franchise existe, ils ont le même logo. Ils ont peut-être changé une fois, ils ont peut-être changé la variation d'une couleur ou autre, mais c'est toujours le même. Il y a très peu de clubs ou de franchises qui ont les mêmes logos. Mais voilà, l'objectif, ça ne veut pas forcément dire que c'est un excellent logo ou un bon logo, mais il est tellement représentatif il y a quelque chose qui fait que bah, si tu le changes, bah, c'est fini ça après. Ouais. Donc, mais reste qu'il c'est un bon logo, donc ça va. Mais, ouais, l'objectif, c'est pas de se dire, tiens, je vais faire un logo, puis celui-là, il va durer 5 ans.
Moi, 5 ans, c'est pas du long terme déjà. Donc, c'est moi l'objectif, c'est quand je le fais. Après, le club, c'est lui qui décide, hein. Si dans 5 ans il veut changer, il change. On va rien pouvoir faire par rapport à ça. Mais, euh, mais puis tout dépend aussi derrière de la stratégie qu'ils ont. C'est toujours pareil. Donc, ouais, moi, j'ai jamais je me dis jamais, tiens, il a une date de péremption et dans 5 ans, voilà, celui-là, il dure 5 ans. Dans 5 ans, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le gardez pas. Celui-là, je veux plus le voir dans 5 ans. Donc, non, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit intemporel. Donc, c'est pour ça que c'est important de justement, et je pense que c'est là où ta question est super intéressante, c'est de ne pas tomber dans l'effet de mode. De se dire, tiens, il y a beaucoup qui font du flat design, et de se dire, bah, tiens, je vais faire du flat ou du minimalisme juste pour dire que je suis le mouvement. Tiens, les autres le font, donc je vais le faire. C'est bien, ça va être bien pour ma stratégie, il va avoir un souffle nouveau, puis dans 5 ans, on va rechanger parce qu'en fait, on a juste. Le problème, c'est pas le minimalisme ou le fait de faire du design plat, c'est de suivre une tendance. Quand tu suis une tendance, bah, faut accepter le fait que bah, cette tendance-là, comme son nom l'indique, ça va durer un certain temps. Peut-être que comme c'est cyclique, ça va revenir plus tard. Mais si derrière, toi, ta stratégie, c'est de suivre le mouvement, bah, c'est sûr que tu ne vas pas avoir quelque chose qui va traverser le temps. Ouais. C'est juste une question d'état d'esprit de stratégie et de volonté. Je pense que c'est pas une histoire de style ou de, ouais, encore une fois, de style. C'est-à-dire qu'il y a des logos minimalisme qui sont très bons parce qu'ils ont été pensés pour durer. Il y a des logos qui sont minimalistes parce ils ont voulu suivre une tendance et donc du coup ça marche pas quoi. Ou ça marche un temps et puis après derrière ils font parce que dans le minimalisme il y a plusieurs courants, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs choses, enfin, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs manières de faire donc du coup c'est un peu plus complexe que ça. Mais je peux comprendre totalement la critique parce que la plupart du temps les gens changent pour changer et les gens changent pour s'adapter à une mode ou une tendance. Et ça, c'est bien pour d'autres choses. Pour un logo, c'est pas la meilleure manière de faire. Ouais, c'est là où sans parler de redesign, mais il y a parfois des clubs ou des entreprises qui font le choix de juste faire un lifting. Tu parlais d'Apple. Apple, eh bien, ils ont fait un lifting graphique de leur logo qui avant, la pomme était avec un espèce de dégradé, un petit peu en 3D. Aujourd'hui, c'est du flat. Côté basket, je pense à Orléans. Orléans, la structure, visuellement du logo est globalement la même et ça s'apparente, j'ai l'impression, plus à un lifting qu'à retravailler toute une identité et toute la stratégie du logo, ce qui peut aussi fonctionner. Exactement, exactement, parce qu'on peut avoir un logo qui est pas complètement mauvais, mais qui a été fait à une certaine époque et qui n'avait pas été pensé, sans être mauvais encore une fois, mais il n'a pas été pensé à l'époque sur le long terme forcément. Moi, je sais pas, au début des années 2000, on avait les designs un peu 2.0 où tu avais plein d'effets Ouais, d'ombrage, de relief, etc. Bon, à l'époque, c'est top, mais après, bon, c'est là où il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que tu peux faire un logo qui est minimaliste et flat de base. Après, son traitement selon le support de communication, on peut faire de la 3D, on peut faire du relief ou autre, c'est pas le problème, ça. Le logo, il va rester le même pendant 50 ans et tu peux le traiter de manière différente en fonction du médium que tu utilises. Ça, c'est pas un souci. Après, si le logo de base adopte et que dans son identité, il y a déjà on va dire un ombrage ou un relief, etc., qui est vraiment très marqué dans son époque, là, ça devient plus problématique. Mais ça n'empêche que tu peux juste effectivement faire un lifting, tu fais une petite refonte du logo, tu peux changer des couleurs qui étaient un peu fades à l'époque, tu donnes un petit peu plus de peps, tu enlèves les ombrages, etc. Mais ton identité reste la même. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, je considère pas ça, tu as raison, comme un changement de logo. C'est juste un ouais, lifting, c'est réadapté, c'est du maquillage, quoi. Mais après, c'est très bien parce que tu restes cohérent dans ce que tu fais et tu changes pas pour changer, quoi. Ça reste ouais, intelligent. ouais. Par rapport à tout ce que tu as dit, du coup, est-ce que, parce que on est quand même sur quelque chose de visuel, donc avec des goûts et des couleurs qui forcément peuvent être assez clivantes, Ouais. est-ce que par rapport à tout ce que tu as dit, du coup, est-ce qu'on peut juger un logo juste à son aspect visuel, du coup, en occultant un petit peu tout ce qui est stratégie derrière, Euh, déclinaison? alors, derrière, moi, je pense que oui, mais si tu l'annonces avant.
C'est-à-dire que je m'explique, si tu veux juste dire, bon, bah là, faut rester objectif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu peux dire qu'un logo, tu ne l'aimes pas, tu peux dire que les couleurs, tu ne trouves pas ça, ou tu peux même dire que stratégiquement parlant, même sans connaître l'envers du décor de ce qui s'est passé en backstage, etc., tu peux donner ton avis en argumentant et en donnant, ouais, en étant quand même assez explicite sur le pourquoi du comment. Voilà, moi, juste faire une phrase et dire, bon, bah, encore une fois, dire j'aime pas, pourquoi pas, mais faire juste une phrase pour dire c'est nul ou c'est pas bon, et puis derrière, tu laisses ça comme ça. Je caricature, mais souvent, c'est ça, en fait. Donc, moi, il n'y a pas de problème à critiquer, je suis le premier à le faire, en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais derrière, il faut argumenter, il faut dire pourquoi. Tout en sachant soi-même qu'on n'a pas toutes les informations de comment les choses se sont faites. On ne sait pas combien de temps ça a mis, on ne sait pas quel était l'objectif derrière. Est-ce qu'ils ont fait appel à une agence, qu'ils ont fait appel juste à un individu? Euh, il y a plein de choses on ne connaît pas. Et puis de toute façon, si on veut parler en connaissant tous les paramètres, bon, bah, c'est bon, on accepte tout, puis on ne dit plus rien. Donc, il faut trouver un juste milieu, je pense. Alors j'aimerais qu'on décrypte un petit peu quelques logos. Si je reviens sur l'actualité, bah, le dernier club en date LNB qui a annoncé son logo, c'est le MSB. Ça a fait, alors j'irai pas jusqu'à dire que ça a fait pas mal de bruit, parce qu'on est peut-être un petit peu, voilà, on a les informations qui s'affichent par rapport aux personnes avec qui on interagit, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu pas mal de réactions très mitigées, pour ne pas dire négatives, sur ce logo du MSB. Alors déjà, on sait qu'à chaque fois que, et même pas forcément uniquement sur le graphisme, mais quand on projette quelque chose de nouveau, il y a un temps d'adaptation, une phase d'adaptation Ouais. qui est nécessaire parce que les premiers retours sont souvent négatifs et ouais, c'est en se confrontant au final à cette nouveauté que voilà, les avis commencent à changer. Toi, graphiquement, pour le coup, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau logo? Alors graphiquement, alors pour revenir à ce que tu disais là, je pense que de manière générale, qu'on soit des professionnels du métier ou pas, on réagit tout d'abord avec émotion. C'est-à-dire que même si c'est un logo, que c'est quelque chose de stratégique, ça nous procure une émotion déjà. Donc ça me paraît logique que les gens soient très, voilà, on est dans un domaine un peu de passionné, donc du coup, ce serait presque bizarre que ce soit pas le cas en fait. Donc pour moi c'est positif. Après, même si c'est des avis un peu mitigés, voire négatifs, bon bah voilà, c'est pas très grave. Si on doit se fier au public à chaque fois pour faire quelque chose, on va rien faire. Euh, Perso, concernant ce logo, pour moi, il y a. Alors, j'ai vu sur le site internet qu'ils avaient commencé à faire le travail en avril 2024. Donc, tu vois, on est dans la fourchette, Ouais. il y a même plus qu'un an, mais après, on ne sait pas combien de temps ils ont mis entre le dernier coup de crayon, entre guillemets, et la révélation. Mais on est sur une année de travail, on va dire. Moi, je trouve que la partie, on va dire, lion, on va dire, mascotte, il n'y a pas grand-chose à redire. Techniquement parlant, ça reste un style. Après, chacun son style, etc. Mais on va dire, graphiquement parlant, il n'y a rien à dire. J'ai un petit peu plus de mal avec le travail typographique qui a été fait sur le MSB au-dessus. Et globalement, alors encore une fois, hein, c'est un peu comme son travail, hein. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon que faut laisser le truc de côté, puis tu reviens quelques semaines après, et puis on voit ce que ça donne. Et puis là, en l'occurrence, on a eu que le logo, on n'a pas le reste. On n'a pas d'identité visuelle, on n'a pas les déclinaisons, c'est un peu compliqué. Mais juste sur ce logo-là, pour moi, c'est le lion, il n'y a pas de souci. Le MSB au-dessus, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré. On a le S qui est plus petit que le M. Enfin, tu vois, par exemple, derrière toi, tu as un bouquin MSB, le Mansard Basket. Ouais. Bah, je préfère ce travail typographique qui reste simple, mais c'est plus propre là. Ouais. C'est plus maîtrisé pour moi. Et donc je pense que l'idée est pas mauvaise, mais l'exécution est un peu plus laborieuse, sans être catastrophique non plus, hein. Après, je dirais que c'est un logo, je ne sais pas s'il a été travaillé, ils ont peut-être pensé trop à travailler avec le orange dans un premier temps. Ils étaient peut-être trop focalisés sur les couleurs, alors que quand tu travailles sur un logo, les couleurs, ça fait partie de l'identité visuelle. Euh, Ça n'empêche pas d'en parler dès le départ, mais quand tu travailles un logo, il faut déjà le travailler en noir et blanc.
si déjà ça marche pas en noir et blanc, ça va être compliqué, peu importe les couleurs que tu vas mettre derrière. Donc, je pense que là, encore une fois, j'ai pas toutes les données, mais j'ai ce sentiment en voyant le logo que, et j'enlève la partie typographique parce que ça n'a rien à voir, mais on va juste prendre le lion et avec la typo. J'ai l'impression qu'il y a un travail, on a l'impression de voir des fois un négatif photo. Il n'y a pas forcément la bonne application des couleurs en fonction du support ou du couleur de fond. Ils l'ont d'ailleurs rectifié, je crois, sur des posts assez récents où on avait l'impression de ne pas trop voir le lion, ou alors le lion avait on va dire une gueule un peu ouais, c'était trop négatif, c'est-à-dire que ça faisait un peu pochoir pour être pour Oui, avoir une image un peu plus accessible. Et donc, du coup, c'est des petits détails comme ça qui me font penser qu'ils n'ont pas forcément travaillé en noir et blanc dès le départ. Ils étaient focalisés sur l'orange et ils ont travaillé là-dessus à fond les ballons et sans trop réfléchir. Encore une fois, je dis ça avec des pincettes, sans trop réfléchir à l'application du truc. Ce qui fait que bah, ce qui peut être des petits défauts, bah, ça devient des défauts un peu plus importants. Parce que des détails comme la couleur, bah, ça va te révéler des trucs, des petites failles, tu vois. Et après, globalement, j'ai l'impression, encore une fois, c'est qu'une impression, et on n'a pas l'identité visuelle qui va avec. Mais le logo, là, comme ça, tout seul, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'on n'a pas terminé le travail. Donc, c'est très bien d'avoir juste MSB, le lion, etc. Parce que ça montre qu'on n'a pas forcément envie de mettre tout un tas de données sur le logo. On ne veut pas marquer c'est le Mans, etc. C'est très bien. Il n'y a pas de ballon de basket. Tu vois, ça reste très direct. Et je ouais, pense que les gens qui connaissent le MSB, ils n'ont pas de problème avec ça. Et les gens de l'extérieur, bon, bah, s'ils sont un peu curieux, ils vont chercher les informations eux-mêmes. On n'est pas non plus, enfin, voilà, un logo, c'est pas non plus, c'est pas un fascicule sur lequel tu dois avoir toutes les informations. Donc ça, c'est pas un souci, mais il y a quand même cette impression de, je sais pas, il manque quelque chose. Donc il aurait peut-être fallu présenter une identité visuelle complète avec le Paris Basketball qui a lancé son nouveau logo à l'intersaison précédente. Ils ont présenté un logo principal, il y avait les différentes déclinaisons, et on a vu tout au long de la saison comment ça s'est embarqué. Et je trouvais que voilà, le travail était, on peut considérer ce travail comme un travail un peu minimaliste, malgré tout. Mais les couleurs sont bien gérées et il y a une identité visuelle, on comprend le truc et ça reste assez complet. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les infos sur une même version, mais si tu montres tout ce que tu as fait en termes d'identité visuelle, ça te permet d'appréhender le projet, de dire, ouais, voilà, ok, je comprends. Là, on a juste le logo. Et en plus de ça, ils ont fait 5 jours ou 6 jours avant à te faire ouais, un teasing où ouais, tu t'attendais à un truc, je dis pas un truc de fou, mais tu t'attends quand même à quelque chose. Parce qu'ils ne font pas de teasing pour un joueur, ils font pas de teasing pour autre chose. Ils se dire, c'est ah, vrai. tiens, on va faire une nouvelle salle ou autre, on va participer à l'Euroleague. Non, non, ils ont fait un teasing de 5 ou 6 jours sur le nouveau logo. Et derrière, on a juste un logo qui, pour moi, n'est pas maîtrisé dans son ensemble. Il y a des petites erreurs qui font que, voilà. Alors ça va être mon œil de graphiste. Si ça se trouve, voilà, il y a plein de gens qui ont trouvé ça super bien. Mais je pense que c'est là où tu vois que la stratégie est importante. Si tu veux faire saliver les gens et que derrière tu sors un truc qui est un peu moyen, bon, bah, abstiens-toi de faire un teasing d'une semaine, quoi. Tu peux juste faire une espèce de bande-annonce et puis après, derrière, tu le sors. Mais c'est vrai que je pense que le côté émotionnel a fait un peu l'effet Oui, du soufflet qui c'est- retombe, quoi. Donc, ouais. Et en même temps, en se mettant à la place des personnes, des stratèges, on va dire, et de la communication du MSB, j'imagine que pour eux, en fait, ce logo, il est exceptionnel, il est très bon, et ils sont très fiers de le montrer, d'où tous ces oui, efforts et ces investissements qui ont été faits avant sur le teasing, qui a été très bon, notamment la vidéo, qui a été vraiment très marrante, tournée dans ouais. la ville avec des références, avec la cathédrale, etc. Donc c'était vraiment un travail qui était assez intéressant, au final, de teaser ce logo. Et c'est vrai ça a généré tellement d'attentes que oui, si les gens ne sont pas conquis à 100% par ce logo, ça exacerbe un peu les réactions un peu mitigées ou négatives qu'il a pu y avoir. Ouais. Mhm.
Après, voilà, y a rien de catastrophique non plus, quoi. Ça reste un travail peut-être pas forcément maîtrisé à 100%, mais y a rien de cata, quoi. Je pense on a vu des choses bien pires. Donc, c'est encore une fois, je pense, tant qu'on argumente, y a pas de souci. Ouais, ça reste, oui, un logo où il y a du potentiel, il y a un truc intéressant, mais c'est vrai qu'il nous manque un petit peu cette étincelle. Alors, je sais pas si c'est ce côté, je dirais pas minimaliste, mais en tout cas, effectivement, on a voulu que ce soit simple, comme tu l'as dit, et direct. Il y a juste une typographie, un lion, et c'est tout. Et peut-être que voilà, d'autres personnes auraient voulu peut-être un petit peu plus de références, soit au club, soit à la ville. J'ai vu une proposition de logo générée par IA avec d'autres références, les 24 heures du Mans, par exemple, la cathédrale. Ouais. Après, peut-être qu'on rentrerait dans vouloir mettre trop d'éléments, mais peut-être il manque peut-être quelque chose sur ce logo, en attendant de voir la déclinaison, comme tu l'as dit. C'est ça. Si ça se trouve, en voyant la déclinaison et en omettant les petits problèmes typographiques, en voyant la déclinaison, on va peut-être se dire, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de se dire, on revient à ce que je disais précédemment, quel était l'état d'esprit quand ils ont voulu sélectionner ce style précis de logo. Est-ce qu'on Ouais, fait du minimalisme pour faire du minimalisme ou est-ce qu'on veut rentrer dans une tendance et du coup, on vous met ça là et puis ça va durer 5 ans et puis on passera à autre chose dans 5 ans, quoi. ouais. C'est surtout, voilà, c'est surtout là où on n'a pas les infos, mais tu peux le ressentir déjà direct. Tu peux ressentir un petit peu. Mais on n'a pas toutes les infos, encore une fois. Donc on verra ce que ça donne avec le reste des éléments. Ouais, ça aurait été super intéressant de voir si jamais il y a eu d'autres propositions qui ont été faites par la personne qui a travaillé sur ces logos-là, de voir justement quelles étaient les autres propositions et le cahier des charges qui a été demandé par le club. J'imagine qu'il y a Ouais. des choix qui sont assez assumés de la part des clubs. Bah, surtout que, encore une fois, hein, ça reste un exemple, mais on n'est pas obligé d'aller matcher ça oui, ça peut être compliqué. Et en même temps, en termes de communication, il y a le Magic d'Orlando qui a changé de logo Ouais, il y a peu de temps. Ça les dérange pas de montrer les différentes propositions qui ont été faites par d'autres designers. Parce qu'en fait, eux, quand ils font un logo, c'est vraiment, ils vont aller chercher. Je ne sais même pas si c'est un appel d'offres, mais ça doit s'apparenter à ça. Il y a toute une brochette de designers qui y vont dans leurs propositions. Et puis, ça ne les dérange pas de montrer officiellement à quoi ressemblaient les différentes propositions. Et en même temps, ça permet d'engager des discussions, etc. Donc, c'est super intéressant. Et en même temps, ça permet aussi d'expliquer pourquoi ils ont plutôt choisi ça qu'autre chose, même si on peut préférer tel ou tel style, tel ou tel projet. Ça te permet derrière de dire, bon, bah voilà, ça ne veut pas dire que ça c'est mauvais, ça ne veut pas dire que ça c'est pas pertinent, mais on a choisi ça parce que. Et donc, je trouve que ils ont fait ça aussi avec les Clippers de Los Angeles, si je me souviens bien, où il y avait plein dont la boîte qui a fait le logo de Paris avait participé aussi on va dire, au projet. Donc, on voit les différentes propositions, les différentes pattes, signatures de chacun, et puis on voit ce que ça aurait pu donner. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas pris ou n'est pas sélectionné, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que dans la stratégie, dans ce que la franchise ou le club voulait, bah, ça ne correspondait pas on va dire, à l'objectif, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant. Effectivement, ça peut être sympa dans le process de communication de montrer ce qui a été proposé et donc du coup ça assoit et ça explique encore mieux tes choix. Et ça montre que derrière, bah, tu ne fais pas les choses comme ça au pifomètre, quoi. Tu fais un vrai choix. Donc encore une fois, c'est pas une compète, on se tire des balles dans les pieds. Chacun fait du très bon travail. Après derrière, il faut faire des choix. Donc je pense que ce serait super intéressant de voir à chaque fois ce qui a été proposé. ouais, peut-être que ça arrivera un jour. Il y a plein de clubs qui mériteraient de revoir leur logo, que ce soit en Betclic Elite ou en Elite 2, et peut-être que ça arrivera d'ici quelques années. On a parlé du MSB, alors très rapidement, et on a parlé effectivement des détails qui pouvaient faire grincer un peu des dents sur ce logo. Est-ce que tu as des exemples de logos, soit de clubs de Betclic Elite ou d'Elite 2, qui au contraire, du coup, sont quasiment irréprochables, ou en tout cas ont très bien travaillé leur logo et l'ont ensuite très bien décliné en termes d'identité visuelle?
Je ne vais pas y revenir plus longuement parce que je l'ai déjà évoqué, mais le Paris Basketball a fait un super travail sur la refonte. Enfin, c'est plus qu'une refonte, mais on garde quand même l'idée de base avec un ballon de basket, euh, la tour Eiffel qui se confond dans les lignes de tracé de la balle, et puis un travail typographique, le phare de la tour Eiffel, enfin, le côté un peu clinquant, lumière, c'est la ville lumière, etc. Donc je trouve que le travail est super intéressant. On a gardé la même identité avec les couleurs, etc. Un fond noir, enfin, une dominante noire avec le bleu et le rouge, puis le blanc. Je pense que le travail est très sobre, très intelligent, et ça matche bien l'évolution un peu fulgurante de ce club. Voilà, je pense que c'est l'évolution logique. Et là, pour le coup, je pense que c'est un logo qui va durer. Enfin, voilà, je pense qu'ils ont la matière pour que ça dure la durée de vie du club, en fait. Je pense que dans 70 ans, ce logo-là, il marche encore une fois. Hein, je ne sais pas quel va être l'état du monde dans 70 ans, mais voilà, si on reste dans une logique un peu historique de ce qui se passe, je pense que ce logo-là, il peut durer éternellement, il n'y a pas de souci. Quel autre logo est, on va dire, est irréprochable? Malgré tout, il y en a plein. Hein. On pourrait se dire que non, mais euh, je sais pas, il y a les logos d'ailleurs Laurent Hurlier qui a fait pas mal de choses, qui avait d'ailleurs fait l'ancienne version, enfin la version précédente du logo du MSB. Pour moi, il était très bien, même je crois qu'il l'avait fait en partenariat avec une école d'art locale, donc il y avait des contraintes. C'est pas à 100% un travail réalisé par ses soins, mais c'est un travail très solide. En Élite 2, dans ce qu'il a fait, je crois qu'il y a Nantes, l'Hermine de Nantes, Antibes aussi. les Sharks d'Antibes. Ouais. Donc ça reste des logos, même s'ils sont très typés cartoon, mascotte, qui fait peut-être plus universitaire ou franchise NBA. Ça reste, ça vieillit pas quoi. Donc ça reste assez. Quand c'est des villes qui peuvent être apparentées à des villes un peu étudiantes ou des clubs qui veulent rester un peu jeunes, etc. Je pense que c'est toujours, si le travail est bien fait, dans ces exemples-là, c'est top. Et puis après, je sais pas, il y a des choses qui sont un peu plus sobres. Il y a Cholet Basket qui a refait son logo il y a pas super longtemps. On peut toujours dire qu'il aurait fallu faire les choses un peu autrement ou autre. Moi, je trouve il fait le job. Il est efficace. Après, on va toujours être tatillon sur deux, trois détails. Moi, par exemple, j'aime bien quand c'est marqué basketball et pas basket, parce que ça fait plus professionnel voilà. Et puis en plus, en anglais, ça n'a aucun. Tant qu'à parler en anglais, autant parler anglais jusqu'au bout. Même si ça s'apparente à une corbeille, on ne parle pas de corbeille. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais sinon, globalement, la chorale de Rouen, je vois le maillot que tu as derrière toi, la chorale de Rouen a un très bon logo. Euh, ouais, il y a plein de clubs. J'évoquais tout à l'heure là, un club qui avait un logo sur lequel il y avait deux ballons. Et là, c'est Nanterre à deux ballons. Nanterre 92. Ah, mais effectivement, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Il y a C'est le très ballon juste. derrière et il y a le petit ballon qui part Ouais, un peu en fusée. Là. ouais, Donc ouais. voilà, c'est le petit exemple. Les petits détails, des fois, à réguler. Mais non, globalement, je pense et ça a été insufflé par la Ligue, qui fait un très bon travail, parce que eux, pour le coup, ils ont fait une refonte un peu globale de l'aspect visuel. On est quand même passé de design assez. Voilà, ça date de 87. Ouais. Bon, c'est mon année de naissance, c'est vieux. Mais voilà, c'était assez ancré dans cette période-là, je trouve. Et puis d'ailleurs, peut-être trop des fois en miroir avec ce qui pouvait se faire outre-Atlantique, Ouais. avec voilà, les silhouettes du joueur qui s'élance vers le panier, etc. Enfin, on était un petit peu trop pas dans la copie, mais voilà, on voit où est la source. Euh, le travail qu'ils ont fait, là, je trouve il est super. Les chartes qu'ils ont mis en place pour les maillots, etc., ça a forcé les clubs, n'empêche, à travailler dans le bon sens. Donc, on est obligé d'y aller par la contrainte.
c'est dommage. Et en même temps, bah, on voit le progrès. Et je trouve qu'en termes de logo, en termes d'identité visuelle, en termes de maillot, de design parquet, de comment les salles sont cohérentes. Il n'y a pas des. Maintenant, ça devient de plus en plus rare de voir des partenaires ou des sponsors qui gardent leurs couleurs. Maintenant, on est Oui, en bichromie, etc. C'est heureusement, plus merci. agréable à l'œil. Voilà, quoi. Donc, prendre des exemples comme ça dans le tennis, et quand je vois que maintenant, bah, ils font des compètes de début de saison à Roland-Garros, etc. Il faut aller piquer des idées hein, de ce qui se fait de bien à droite à gauche. Et je pense que dans ce domaine-là, quand on va aller chercher ce qui est fait de manière assez sobre, dans le tennis notamment, je pense qu'il y a il y a de quoi faire. Mais je pense que la Ligue a vraiment fait un super travail pour, on va dire, entraîner les clubs derrière elle. Et, voilà. Il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours des petites choses, des petits réglages. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Donc, s'ils s'inspirent de ce que la Ligue fait, de toute façon, la Ligue, ils sont là pour ça aussi. Ils sont Ouais. censés être la locomotive. Donc, c'est à eux d'insuffler le truc. Et je pense qu'ils y arrivent très bien. Donc, ils ont pris le temps qu'il a fallu prendre. Mais maintenant que les choses sont à peu près bien installées, maintenant tous les logos ont été changés, on a des identités visuelles qui sont assez fortes, donc au club de faire le taf derrière, quoi. Donc il y aura Ouais. toujours des petits couacs à droite à gauche, il y aura toujours des clubs qui vont être un peu timides quant au changement, et ça viendra. Après, je pense qu'il faut insister. Donc, encore une fois, même si c'est par la contrainte, c'est pas très grave. Vaut mieux ça que de rien faire. Ouais. Bah, c'est intéressant et ça fait du bien aussi d'entendre que la Ligue travaille bien parce que pour le coup, on entend beaucoup plus souvent des gens effectivement taper un petit peu sur la Ligue nationale de basket, sur le manque de visibilité de la Ligue avec les droits TV, etc., Oui, avec les réformes et les formules qui changent. Donc, c'est aussi bien sur un autre domaine pour le coup de voir effectivement que eh bien, la Ligue ben, avance justement pour permettre au club de se professionnaliser et c'est très bien peut-être l'un des aspects, mais qui dépend un peu plus des clubs que de la ligue, où il pourrait y avoir du progrès, justement, pour rester dans ce domaine de l'identité visuelle, c'est sur les maillots. On a vu donc quelques clubs qui travaillent avec des designers. Le plus souvent, j'imagine que c'est plutôt les équipementiers, en fait, qui vont directement designer les maillots. Mais c'est un élément, bah, pour le coup, c'est le, le produit merchandising du coup par excellence du coup que les clubs en fait vont pouvoir marketer et vendre. Donc il faut vraiment qu'ils puissent s'améliorer en fait et proposer aussi des designs qui vont un petit peu sortir de l'ordinaire au club et à leurs supporters. c'est exactement. Alors après, encore une fois, il y a une charte, hein. Il y a une charte à respecter. On ne peut pas mettre tel ou tel élément là où on veut. On ne peut pas le mettre au format qu'on veut, à la taille qu'on veut. D'ailleurs, la bichromie est imposée. On n'a pas le droit de mettre. Ça dépend de la configuration du maillot, mais globalement, faut pas que ça devienne un sapin de Noël. Mais ouais, il y a une charte qui est quand même assez importante, qui est imposée. Et on parlait de Soto Design tout à l'heure. Lui, effectivement, je pense, je sais plus trop, il faudrait lui demander, mais je sais plus trop si c'est les clubs qui sont venus vers lui directement ou si c'est Puma en l'occurrence. Il travaille beaucoup Ok. avec Ouais. Puma. Donc c'est peut-être le travail se fait un peu en trois phases, je pense. Il y a l'intermédiaire, le club ou Puma, et ils travaillent tous les trois pour faire les designs. Et ouais, il y avait Cholet, il y avait Le Mans, il y avait le Valois, les Métropolitans, Amex. Ouais, ouais, Amex. donc Ouais. avant qu'ils descendent. Pendant peut-être deux ou trois saisons, je pense, ils avaient Puma. Et qui j'oublie d'autres. Après, il y en a encore d'autres, hein, mais Ouais, bah ce maillot de Juan-là, donc celui-là, c'est une édition spéciale, mais ils ont travaillé avec un designer graphiste local, pour le coup, qui a un Behance et du coup, qui a mis tout son travail sur les maillots de la chorale saison 2024-2025. Et c'est vrai que les maillots sont plutôt sympathiques. Il en a des maillots bah, bleus, du coup, version domicile et extérieur, qui sont très bien avec ces motifs, en fait, et un traitement typographique qui change par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et pour le coup, c'est vrai que ben, c'est des maillots qui changent et on a tout de suite beaucoup plus envie de les acheter. c'est ça, exactement. Ouais, et puis ça permet, au-delà de l'aspect mercantile de la chose, c'est encore une fois, s'identifier à une entreprise, s'identifier à un club. On veut faire partie de la famille, entre guillemets.
c'est bien d'avoir des choses qui sont belles et que tu peux aussi mettre. Alors, je ne dis pas que tu vas mettre un maillot tous les jours, dans la vie de tous les jours, mais ouais, tu peux le décliner avec un pull, un t-shirt ou d'autres choses et faire des choses un peu plus sobres. Mais le fait de déjà travailler sur les maillots comme ça permet déjà de créer du lien entre les gens et puis le club. Ouais, c'est top. Ouais, il y a certains clubs qui avaient cette réflexion-là. Je pense à l'Asvel, pour le coup, quand ils ont opéré leur refonte avec le changement de logo, changement de couleur aussi qui a fait pas mal débat où ils ont enlevé le noir. Enfin, ils ont enlevé le vert justement au profit du noir. Bah, c'est Tipeee qui voulait cet aspect un peu plus Spurs. Et je me rappelle qu'il avait eu aussi l'argument que ben, il voulait quelque chose de sobre qui puisse aussi se porter dans la vie de tous les jours. Parce que effectivement, on voit beaucoup de personnes s'habiller avec des maillots de la NBA. On en voit beaucoup moins avec des maillots de Betclic Elite, avec en même temps des gros sponsors loués ou d'autres avec des couleurs qui sont pas toujours adaptées aux couleurs des maillots. Donc, ouais, il faut que ça progresse de ce côté-là. Oui, puis en plus de ça, enfin, on peut toujours critiquer, que ce soit positivement ou négativement, mais là, en l'occurrence, négativement, le choix d'un club d'abandonner une couleur historique. Et en même temps, si c'est expliqué, et si encore une fois, ils ont fait un choix, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bon, bah voilà, après, c'est pas le problème du club, mais quand tu abandonnes, surtout l'Asvel, bon, c'est l'Asvel, ça reste le club le plus titré de France, c'est le club, même avant que Tony Parker débarque, c'était quand même le club le plus structuré de France déjà. Donc c'est sûr que tu débarques, tout Tony Parker que tu es, tu changes Ouais. le logo, tu enlèves le vert alors que c'est la couleur emblématique du club. Bon, c'est sûr que tu fais grincer des dents. Mais derrière, tu l'expliques pourquoi tu fais ça. Et puis, bon, c'est pas comme si le résultat était catastrophique derrière. En plus, je crois que pour l'anniversaire du club, dernièrement, ils ont fait venir des anciens joueurs et ils ont refait une Ouais. édition où il y avait du vert. Ouais. Tu vois, ils gardent quand même les clins d'œil. Si de temps en temps, ou s'ils faisaient un troisième jeu de maillot en vert, etc., qui Oui. n'abandonne pas complètement le truc, pourquoi pas, hein, Ouais. ça peut être sympa de jouer un peu sur le côté nostalgique et puis et en même temps, sans se dire bah, on va changer pour changer, ça te permet de dater, de te retrouver dans les époques. Tu sais qu'en vert, bah, c'était de telle date à telle date. En noir, bah, c'était le règne, entre guillemets, ou la présidence de Tony Parker. Si ça se trouve, si c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais plus tard, ils vont repasser peut-être au vert, on ne sait pas, sans pour autant de changer d'identité ou de logo, hein, mais ils peuvent, ça après, les couleurs, etc., bon, c'est pas très grave. Il y a des clubs qui avaient des couleurs, moi je pense par exemple au SLUC, l'une des couleurs historiques du club, on pense toujours au rouge et au blanc. L'autre couleur historique du club, c'est le jaune. Je savais pas. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas de jaune dans le club, hein, mais ça fait partie des clubs, des couleurs historiques du club. Voilà, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Encore une fois, hein, tant que c'est expliqué, et tant que le choix il est cohérent que les gens ils assument, après derrière, là pour le Oui, coup, puis les couleurs, on est en plein dedans, hein, oui, c'est ça. Et puis pour le coup, c'est vrai que ça se tasse et les gens, ils s'habituent. La première année, oui, ça devait beaucoup faire grincer des dents les supporters villeurbanais. Maintenant, je pense qu'on entend, il y a quand même un petit peu moins de véhémence au sujet de ce changement de couleur. Ouais. ouais, c'est ça. Peut-être que le jour où le club ce sera l'Asvel Lyon et que ce sera plus Lyon-Villeurbanne, là, ça sera autre chose. Ça sera Ouais. autre chose. Même si ça s'apparente. Je pense que les gens, encore une fois, avec leurs émotions, apparentaient cette transition-là en se disant, tiens, on commence un petit peu, on sait Oui. qu'il y a l'aréna qui se fait en banlieue de Lyon. Ouais. Euh, C'était Il y un a peu l'OL, compliqué. ouais, il y a peut-être un Ouais, je pense que monument. les gens ils se disaient, oh tiens, ça commence à partir à faire un petit pas de côté par rapport à Villeurbanne. Je pense que les gens ils étaient plus dans cette réflexion-là. Donc c'est délicat, hein, encore une fois. Ouais, C'est pas qu'une question de couleur, je pense. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. ouais. Dernière question.
parce que la vidéo commence à être longue. On va faire Je voulais te parler un petit peu de l'IA. Alors, c'est pas la meilleure question quand on veut faire court, mais pour le coup, on a vu notamment des réactions à l'annonce du logo du MSB avec des supporters qui ont proposé des logos qu'ils ont travaillé avec l'IA, donc avec plusieurs propositions d'aller-retour avec des prompts, etc. Pour un graphiste, qu'est-ce que tu penses de l'IA et surtout de l'évolution de ce métier-là? Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui quelque chose de strictement négatif de voir de plus en plus de personnes utiliser l'IA pour développer des images et peut-être des logos? Alors, c'est pas strictement négatif dans le sens où si ça reste un Google augmenté, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si ça peut t'aider à aller brasser des informations et aller chercher des informations dans ton processus de recherche, etc. Alors, je parle juste là en tant que graphiste, designer qui fait son métier, etc. Je parle pas de, je sais pas, de la personne lambda qui va vouloir faire un petit visuel pour lui, pour elle. Bon, ça, après, il y a des gens qui vont sur Google, ils prennent des images qui ne leur appartiennent pas, c'est le même problème. Moi, la problématique que j'ai, c'est quand quand on demande à ChatGPT de créer un visuel complet et on sait de toute façon qu'il va aller piocher, même si nous aussi, avec notre cerveau, on va aller piocher des références, on fait des clins d'œil, etc. Il y a pas, enfin, voilà, il y a la propriété intellectuelle, c'est aussi une problématique sans utiliser la machine. Mais utiliser la machine pour générer un visuel complet et de dire que c'est de soi. Et de toute façon, je pense que enfin, pour moi, c'est compliqué de se dire je fais un logo euh, complètement à 100% géré par ChatGPT, même si c'est toi qui lui donnes des consignes, etc. Ça reste quand même assez particulier pour moi parce que c'est pas une réelle création. Tu as laissé la machine faire avec les consignes que tu lui as données. Donc, en gros, tu es juste donneur d'ordre. Mais pour moi, ça peut être bien, encore une fois, dans le processus de recherche et de documentation, et pour voir, quand tu assembles les idées que tu as à l'esprit, pour voir ce que ça peut donner, éventuellement. Tu peux avoir un espèce de one-shot comme ça de ce que pourraient donner tes idées, si tu fais un prompt qui est assez précis. Tu ne fais pas juste une liste de courses. Là, pourquoi pas? Tu t'en sers un peu comme référence, etc. J'ai pas de souci. Mais de là à faire un logo à 100% avec le truc, puis tu le sors et tu proposes ça à un club ou autre, voilà, ça reste un supporter qui le propose sur Internet, qui montre ce que ça peut donner en donnant telle ou telle consigne. J'ai pas de problème avec ça. Euh, mais moi, perso, on est venu me poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas donné mon avis sur un logo qui a été généré par intelligence artificielle. Bah, sur ChatGPT, et puis tu lui demandes. On reste cohérent, quoi. Mais voilà, il faut que ça reste une base d'information et de documentation. Si ça t'évite de faire 3 heures de recherche, tu peux condenser 3 heures de recherche sur 5 minutes, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça remplace le travail, quoi. Ça reste un travail manuel avant que les ordinateurs existent. Je crois qu'il y a encore avant de faire le dessin vectoriel sur l'ordinateur, on dessine, on fait des croquis. Les idées, elles viennent de là. Même on va sur Google, on va se documenter, on fait un travail de recherche, c'est pas un problème. Mais il faut que ça reste dans cet état d'esprit, en fait. Si tu remplaces l'esprit créatif et que tu veux juste faire des tâches à une machine et puis ne plus rien créer, enfin, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, un lambda qui veut se créer une image vite fait pour faire un truc, pour rigoler ou partager, il n'y a pas de souci. Mais si on commence là à se dire, bah tiens, il y a des entités, je sais pas, sans parler si on se décale par rapport au logo, il y a des entreprises qui sont dans le domaine de la mode qui remplacent des modèles par des modèles générés par intelligence artificielle. C'est quand même problématique, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a assez de personnes disponibles. Je pense qu'en termes de marché saturé, je pense que là, on est dedans. Il y a quand même assez de personnes disponibles pour pouvoir mettre en avant tes vêtements. Pourquoi tu vas chercher, tu vas sur ChatGPT ou un autre logiciel pour créer un humanoïde qui va porter tes vêtements? Je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, ça dépend du projet, mais de là à remplacer à 100% les gens par les machines pour un travail de création, si on ne crée plus, on fait quoi, quoi. Donc, Ouais.
Alors peut-être que oui, effectivement, demain, ça pourrait être utile en tant qu'outil pour assister à un créatif, pas forcément l'utiliser à 100%. Comme tu dis, peut-être l'alimenter de croquis, en fait, de la base d'une idée, et peut-être que ça pourra faciliter et aller plus vite sur la réalisation pour qu'il, peut-être, je sais pas, pour qu'il design et qu'il te sorte un fichier Illustrator, en fait, de la position du lion, de la mascotte dans la position dans laquelle tu le veux, et ensuite le technicien pourra retravailler lui-même des éléments en rebougeant des points, en travaillant la typo, etc. Pourquoi pas? Oui, parce qu'en soi, voilà, encore une fois, hein, nous, quand on va chercher de l'inspiration à droite à gauche, enfin, il n'y a rien qui vient de zéro, quoi. Donc, Ouais. il y a quand même une base de travail. Mais de là à passer de base de travail à le travail complet, et puis je te donne le résultat de ça, bon, bah, donne-moi tes croquis. Je suis sûr que c'est plus intéressant que tu me donnes tes croquis, on utilise les croquis en tant que logo, que plutôt de sortir un truc généré par l'ordinateur, quoi. Très bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter par rapport à tout ça, logo, graphisme, identité visuelle? Non, bah, je pense on a été assez complet. Moi, je pense que si on fait un truc de 3 heures, on peut en discuter pendant 3 heures, à mon avis. Non, globalement, je pense on a fait le tour. En tout cas, en parlant basket français, je pense que on va on va sur le bon chemin. Il y a toujours des petits cailloux sur la route, mais ça on prend la bonne direction. Donc, non, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien ce format-là. Je voyais tes vidéos par rapport à des coachs, à des joueurs. Il y a eu dernièrement Vincent qui parlait du côté un peu marketing, etc., billetterie, donc ça c'est super intéressant. Et puis c'est connexe avec tout ça. Ouais. Donc ouais, si on peut même passer la prochaine fois sur les designs maillots, franchement, ça peut être top, ou même l'essor de nouvelles salles et de voir l'impact que ça peut avoir aussi d'avoir un outil d'exploitation par rapport à ça. Parce que bon, voilà, tout est connecté, donc c'est Ouais. super intéressant en tout cas. Et Complètement. merci beaucoup pour l'opportunité. Bah, avec plaisir. Puis c'est vrai que ce format-là a le mérite de pouvoir aussi donner la parole à plein d'acteurs différents. Et pour le coup, c'est vraiment un échange libre qui dure longtemps, voire très longtemps. Mais au moins, comme ça permet d'être assez exhaustif. Et puis, ça donne aussi au grand public un petit peu, enfin, un très bel aperçu du coup de ce que peuvent être ces différents sujets. Et en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup, j'ai l'impression, de contenu et d'explications sur toute cette partie graphisme, design, qu'est-ce qu'un logo, etc. Alors que c'est des sujets sur lesquels tout le monde a un avis. Donc c'est Ouais, aussi bien pour le coup d'avoir un expert qui vient un petit peu expliquer un petit peu une partie théorique. ouais, c'est ça. Bah, écoute, très bien, merci. Avant de nous quitter, peut-être que tu veux dire un petit peu où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Alors, globalement, sur studio487.fr, on a accès à tout, on va dire à la grande majorité du travail que je peux faire, que ce soit perso ou pro, puisqu'il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, etc. Donc, portfolio, tout est sur le site, donc studio487.fr, ou sinon studio487, le underscore entre studio et 487. Mais sur le site internet, il y a tout. Ok, très bien, super. Et en plus, on peut te suivre sur X, sur les réseaux sociaux. Et je crois que tu vas en plus bientôt proposer un rebranding du logo de l'ALM Évreux qui en a Ouais, grandement besoin. exactement. Très bien. Bah, en plus, on pourra taguer ensuite le club. Peut-être que ça leur donnera une idée pour retravailler leur logo et peut-être du coup de le retravailler, qui sait, un jour avec toi. Et bien avec grand plaisir, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe. Et puis bah, je vais te souhaiter du coup de belles vacances. Ben, merci, à toi aussi. Merci.